si je comprends bien, lorsqu'on travaille ensemble, on va plus vite. C'est une leçon que je n'oublierai pas. Madame le proviseur, monsieur le maire, cher Jean Tibéri, mon commandant, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux, monsieur le président, cher Jean-Claude Colliard, monsieur le chef de service, cher Alain Leneveu, monsieur le directeur général de l'EPORIF, madame le vice-chancelier, monsieur le directeur de l'académie, monsieur le directeur académique, mesdames les secrétaires générales, monsieur le directeur du CROUS, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les proviseurs, mesdames et messieurs, chers élèves résidant dans ce nouvel internat. Je repris mes goûts de pensionnaire, les courses échevelées, les rires sans sujet, le bruit pour l'amour du bruit, le mouvement pour l'amour du mouvement. C'est ainsi, sous le signe d'un mouvement joyeux, que George Sand se souvenait des décennies plus tard de ces années de pensionnat, nous dirions aujourd'hui, d'internat. Car l'internat, c'est avant tout le lieu d'un élan, celui du goût d'apprendre. L'internat, c'est un rapport particulier au savoir, un rapport collectif, où la passion de la connaissance naît bien souvent de la saine émulation des camaraderies estudiantines. Un rapport de chaque instant aussi, puisque l'on vit jour et nuit dans ce lieu qui est voué à l'apprentissage. Et il n'est donc pas étonnant que l'internat ait joué un rôle aussi déterminant dans l'histoire longue de notre système éducatif. Ici même, dans la capitale, l'Université de Paris s'est développée au Moyen-Âge grâce à ces collèges qui hébergeaient les étudiants de l'Europe entière. Et vous le savez, le plus célèbre d'entre eux était celui de la Sorbonne, où les étudiants pauvres avaient accès à un réfectoire, mais également à une bibliothèque et au conseil de leur maître. Ce modèle fut repris plus tard par l'école de la République. Jules Ferry et ses successeurs firent de l'internat l'une des clés de la méritocratie républicaine et de la réussite par l'éducation. Tous les élèves méritants devaient alors pouvoir accéder à la meilleure instruction possible, quelle que fût leur origine sociale ou géographique. L'internat devait ainsi permettre à la République de tenir la plus belle de ses promesses, celle de l'égalité des chances. Aujourd'hui, c'est cette même promesse que nous voulons concrétiser pour chaque élève. L'enjeu n'est plus désormais d'orienter un petit nombre vers les meilleures classes, mais de conduire massivement 50% d'une classe d'âge, d'une génération à un diplôme de Bac+3. Parce que les objectifs de l'école ont changé depuis plus d'un siècle, la fonction de l'internat a aussi évolué. Et en ce début de XXIe siècle, l'internat est donc l'un des instruments essentiels de la réussite éducative pour tous. Tous les internats doivent proposer l'excellence aux élèves accueillis pour contribuer à l'égalité des chances. C'est un engagement fort du ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, et de la ministre déléguée à la réussite éducative, Georges Paul-Langevin. Et je suis donc très heureux de voir ce soir tant de responsables politiques, administratifs et de l'éducation, du monde de l'éducation et de bien d'autres horizons réunis aujourd'hui pour l'inauguration du site de l'internat Lourcine. Cette inauguration, ça a été dit par les acteurs de cette aventure, cette inauguration est le fruit d'une formidable coopération entre les différents acteurs du projet. Jusqu'il y a quelques mois, mon commandant, ces lieux étaient occupés par une importante caserne. Et grâce à des travaux menés en partie en site occupé, les locaux ont été entièrement réaménagés pour ouvrir à la rentrée ces 134 chambres d'internat. Au regard de ces délais, c'est un véritable défi, messieurs les directeurs, et c'est peut-être une promesse pour l'avenir. Un défi qui concerne la libération des locaux que le ministère de la Défense a effectué par anticipation en un temps record, et je souhaite en remercier ici
les représentants du ministère de la Défense. Un défi pour obtenir les autorisations nécessaires que la préfecture de police, qu'elle en soit remerciée, a fournies extrêmement rapidement. Un défi pour la sélection et le financement du projet que l'ANRU a réalisé dans les délais les plus courts. Un défi de construction, comme aime à les relever, même s'ils s'en cachent parfois, les porifs, monsieur le directeur général. Et enfin, le Crous de Paris a fait de l'aménagement de l'Oursine l'un de ses projets phares, monsieur le directeur. Je tiens donc à remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs pour la mobilisation et l'engagement dont ils ont su faire preuve dans des délais aussi courts. Cette coopération exemplaire se poursuit actuellement, car l'inauguration d'aujourd'hui, vous le savez, n'est que la première étape d'un aménagement d'ensemble du site l'Oursine. D'ici 2014, 310 chambres supplémentaires seront aménagées principalement dans l'aile ouest du bâtiment. Dans les années à venir, les 3 autres bâtiments seront également transformés pour abriter des salles d'enseignement, monsieur le président Colliard, destinées aux juristes de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et je sais à quel point ce projet vous est cher. Une résidence du Crous qui permettra de loger plus de 200 étudiants et un restaurant universitaire qui remplacera l'ancien mess des officiers. D'ici 5 ans, en d'autres termes, et le processus est déjà entamé, d'ici 5 ans, le site de l'Oursine deviendra ainsi un petit campus au cœur de Paris, à quelques minutes du quartier latin. C'est un magnifique projet au centre duquel se trouve la vie étudiante, chère à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso. Et depuis la rentrée, grâce à cette mobilisation de tous ces acteurs, 134 élèves de filières scientifiques, littéraires, économiques et artistiques bénéficient déjà d'un cadre exceptionnel pour poursuivre et, je compte sur elles et eux, réussir leurs études. Des élèves issus de milieux modestes qui n'avaient pas la chance d'avoir à domicile des conditions d'études à la mesure de la qualité de leur travail. Car ce beau projet, autour duquel nous sommes tous rassemblés, sert une grande ambition, celle de l'ouverture sociale des classes préparatoires à Paris. Il n'est que temps. Vous le savez, la capitale a une mission spécifique d'accueil en classe préparatoire d'élèves venus de l'ensemble du territoire national. Et parmi ces élèves brillants, beaucoup n'ont pas encore tous les réflexes, les codes, l'ouverture culturelle internationale nécessaires pour réussir dans cette phase de concurrence, de compétition très dure qu'est la classe préparatoire et la préparation du concours. Au-delà même des aides financières, au-delà des facilités d'hébergement et de restauration, c'est tout cela que nous devons aujourd'hui mettre à leur disposition pour leur permettre de réaliser leur ambition. Et c'est ce projet global pour chaque élève que propose, depuis son inauguration l'an passé, le lycée d'État Jean Zay. Un lycée qui porte naturellement le nom de l'un des plus grands ministres de l'Éducation nationale, un homme animé par l'esprit de réforme et qui a toujours été profondément attaché à l'égalité des chances et à l'accès de tous à l'école. Ce lycée a accueilli à la rentrée 738 élèves sur les sites de l'ancien foyer des lycéennes dans le 16e arrondissement, de la résidence Coubertin dans le 5e arrondissement et de l'Oursine ici même dans le 13e. Je sais combien les maires de ces 3 arrondissements sont déjà attachés à ce lycée et à son projet pour les élèves, et votre présence parmi nous, celle de M. Coumet il y a quelques instants, le prouve une nouvelle fois, cher Jean Tibéri. Dès la rentrée, les élèves du lycée ont bénéficié d'entretiens individualisés pour définir un projet personnel et mieux identifier leurs difficultés. Chaque soir, et vous savez l'enjeu de cette phase, chaque soir, ils savent qu'ils peuvent compter sur un accompagnement personnalisé. 24 enseignants, pour la plupart professeurs en classe préparatoire, leur proposent des cours spécialisés ou des mises à niveau en méthodologie. Et 120 tuteurs, élèves de grandes écoles, assurent des heures de soutien. Être en classe préparatoire, c'est également avoir un besoin accru d'accès à la connaissance. Un centre de ressources documentaires que j'ai visité il y a quelques instants
est ouvert tous les jours sur les sites de Jean Zay et de Lourcine. Et puis être en classe préparatoire, on le sait bien, encore plus aujourd'hui qu'hier, ou avant-hier, quand j'y étais, c'est aussi s'ouvrir au débat, à l'international, au monde professionnel et à la culture. J'ai appris avec bonheur et intérêt que des rencontres franco-américaines sont organisées ici, et en particulier des conférences et des discussions publiques qui ont eu lieu à l'occasion des élections outre-Atlantique. D'autres échanges internationaux sont en préparation. De jeunes professionnels parrainent les élèves pour les ouvrir au monde de l'entreprise. Et des partenariats sont en train d'être noués avec les plus prestigieuses institutions culturelles de la capitale, et notamment avec des théâtres. Peut-être les élèves et résidents de Lourcine auront-ils le plaisir d'y voir jouer un jour la comédie d'ailleurs médiocre d'Eugène Labiche, L'affaire de la rue de Lourcine. Entre nous, elle est médiocre. Mais enfin, ça tombait bien. Enfin, être en classe préparatoire, c'est avoir besoin d'un bon équilibre du corps et de l'esprit. Classe préparatoire, c'est une course au long cours. Course d'endurance. L'activité physique, la relaxation, l'éducation à l'alimentation sont au cœur du dispositif Bien vivre sa prépa, mis en place au sein du lycée. Je vous en félicite, Madame le Proviseur. Vous le voyez, c'est un nouveau modèle d'études qui est en train de voir le jour ici. Beaucoup de choses restent à penser, à inventer dans ce cadre nouveau dont nous inaugurons aujourd'hui l'un des sites et dont je veux saluer l'ambition. Et pour poursuivre cet élan, je sais que nous pouvons compter sur votre dynamisme, sur votre engagement de chaque instant, Madame le Proviseur. Je tiens également à saluer le dévouement de l'ensemble des 100 membres du personnel enseignant, administratif, technique et de santé du lycée d'État Jean Zay. Ça n'est jamais facile, et je le découvre depuis 4 mois que j'assume les fonctions de recteur de l'Académie de Paris. Ça n'est jamais facile de faire évoluer la pédagogie, la façon de penser l'éducation, tout en s'adaptant à 3 sites différents. Et pourtant, chacun d'entre eux sait que la meilleure réponse à la motivation, aux attentes des élèves, la meilleure façon pour servir leur ambition, celle des élèves, c'est l'expérience alliée à l'imagination. Et depuis la rentrée, l'ensemble des personnels du lycée, vous avez, Madame le Proviseur, l'immense plaisir de travailler avec des élèves extrêmement motivés et demandeurs. J'en ai rencontré quelques-uns et j'en vois quelques-uns dans la salle. Et d'ailleurs, j'ai bien compris qu'il y avait une nouvelle inauguration mercredi soir à laquelle j'essaierai de venir, mais sans parler. Il y a ici une véritable soif de progrès, une volonté de réussir, un élan vers la connaissance. Au fond, c'est ce que George Sand aurait appelé un amour du mouvement. Et c'est ce mouvement, cet élan, que nous pouvons être fiers d'avoir tous ensemble contribué à faire s'épanouir dans ces lieux. Je vous remercie.